Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des rencontres de l'hémicycle, consacrée ce soir en direct depuis ces auditoriums et sur notre chaîne YouTube, un thème évidemment d'actualité. Il y en a beaucoup en ce moment, des thèmes d'actualité, mais celui-ci, il est récurrent, il domine la vie politique française, il est consacré aux souverainetés françaises. Alors, les souverainetés françaises, elles peuvent être industrielles, peuvent être politiques, on peut parler de l'Europe, on verra, grâce à une étude de nos amis de Kantar, qui est devenu le groupe Verian, bon, il faut s'y habituer, Kantar s'appelle désormais Verian, on verra les attentes des Français sur la question des souverainetés françaises. Mais évidemment, il est loin le temps où certains grands chefs d'entreprise estimaient que l'économie française serait tertiaire et que nous n'avions plus besoin d'industrie. C'était la grande mode, vous en souvenez peut-être, des fabless. Vous savez, ce pays sans centre de production. Bon, depuis, il y a eu la crise Covid, on s'est aperçu qu'on manquait de beaucoup de choses, voire de tout. Et donc, c'est un sujet qui taraude beaucoup les Français, le retour des entreprises en France. Pour en parler ce soir, Clémence Brézet, donc, vous êtes chef de groupe chez Verian, ex-Kantar. Soyez la bienvenue, ma chère Clémence. Je suis très heureux aussi d'accueillir le ministre Jean-François Copé, maire de Meaux. Vous avez des idées aussi très précises sur la souveraineté, sur les souverainetés françaises. Monsieur Copé, soyez le bienvenu. J'accueille également Bruce Viel, le CEO de Synerlab. Là, on est dans la sous-traitance pharmaceutique, justement. On a beaucoup parlé des vaccins, des principes actifs qui rentrent dans un certain nombre de médicaments dont on a manqué au moment de la crise Covid. On verra comment tout ça se met en place. Et puis Jean-Paul Mazoyer, le président de Carte Bancaire et aussi directeur général adjoint du Crédit Agricole. Soyez le bienvenu. Merci. Gilbert Azoulay aussi, sur ce plateau, avec nous. Alors, dans le dernier numéro de l'hémicycle, magnifique, travail de Romain Rousseau et de ses équipes, Refaire Nation, il y a tout un livret, mon cher Gilbert, qui est consacré justement à la question des souverainetés françaises. Vous en êtes le rédacteur en chef. C'est un sujet, oui, je le disais, d'actualité, qui intéresse de plus en plus les Français, qui s'intéressent à l'économie, mais aussi à l'indépendance du pays. Mais bien sûr, c'est vrai qu'on est au cœur de l'indépendance, des problématiques d'indépendance, de transformation de notre modèle industriel et plus largement notre capacité à affronter les 30 prochaines années sur le plan économique et politique. On l'a vu, vous l'avez dit, hein, Eric, la crise du Covid a démontré que si l'on ne maîtrise plus ou on ne maîtrise pas quelques domaines stratégiques, comme il y a quelques dizaines d'années, la politique industrielle que vous connaissez bien, Eric, on se retrouve aux mains d'autres puissances, en l'occurrence la Chine et les États-Unis, mais bien d'autres. Alors, il devient fondamental de maîtriser à nouveau des savoir-faire et de disposer de capacités de production à proximité. C'est cela, en réalité, la souveraineté, Eric. Alors, il y a beaucoup de domaines. Moi, je me souviens qu'à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, on avait abandonné le secteur des machines-outils. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit, bon, les machines-outils, on va laisser sous-traiter ça à l'Allemagne, ça nous intéressait moins. Est-ce que ça concerne tous les domaines, Gilbert? On pourrait même aller jusqu'au fameux GAFAM. C'est une forme de dépendance. Tous les secteurs sont concernés. Alors, vous avez cité la machine-outil, il y a la santé. On était très bon sur la santé. En gros, nous avons laissé la main à d'autres nations. Et il y a d'autres domaines moins évidents. Alors, vous parliez des GAFAM, le digital ou les services financiers, hein, vous en parlerez tout à l'heure. Je prendrai par exemple le cloud. Vous savez, toutes nos datas sont dans le nuage, le cloud. Eh bien, ça marche bien avec AWS et Amazon, avec Google, ça marche aussi bien, avec Microsoft, ça marche très bien, c'est ergonomique, mais en gros, on est à la merci de ces géants du web. On raconte souvent cette anecdote, hein, pour peu que la société qui héberge vos datas soit sous législation américaine avec un actionnariat américain, un petit juge du Minnesota ou du Dakota, je ne sais pas si vous connaissez, mais peut demander le rapatriement de ces datas, tout simplement pour dire on en a besoin pour une enquête, donc on est à la merci. Donc sur le plan numérique, il est important de légiférer, vous le savez très bien, Monsieur Copé, on le fait actuellement avec un tas de législations qui permettront de protéger tant bien que mal, quoique les Américains ne se privent pas de décider de manière autoritaire parfois. C'est la même chose, hein, pour les services financiers. Donc il nous faudra un cloud souverain, un leader européen sur cette thématique-là. C'est pareil pour les services financiers. On a une belle interview de Carte Bancaire qui positionne un peu cette idée que si on n'a pas des services financiers et des tuyaux qui permettent de gérer ces transactions, si on la laisse aux mains des autres, eh bien, ça pose aussi un sujet. Donc, quel choix devons-nous faire par rapport à tous ces services qui émergent? Bon, donc on peut quand même se rassurer, il y a des solutions, Gilbert, c'est très net dans le dossier que vous avez consacré aux souverainetés françaises.
Il y a quand même des sujets qui interpellent. C'est le niveau des investissements faits par les pays. C'est aussi la question de l'intelligence artificielle qui est un peu partout maintenant. Ouais, alors je le disais, il faut réglementer et financer. Financer des champions. Ce que se privent pas de faire les Américains. 250 milliards pour financer les puces. Et puis autant pour tous les secteurs, tout en favorisant l'émergence de champions. Les startups, on parlait de Startup Nation, il faut vraiment que ça passe à l'échelle, sans alourdir les procédures. Alors, vous êtes élu local, Monsieur Copé, une de vos consoeurs, enfin quelqu'un qui est élu local, me racontait une anecdote, vous savez, sans injonction contradictoire pour les élus qui veulent rapatrier des usines. La fameuse loi d'artificialisation des sols, elle me disait, mais au fond, moi, quand je veux faire venir une usine, j'ai tout de suite, hop, alors l'artificialisation des sols, c'est pour préserver les espaces naturels, ce qui est plutôt joli comme idée. Sauf que si on veut faire revenir des usines, eh ben, ça pose une problématique liée à la transition écologique, liée à toutes des problématiques que peuvent soulever des élus ou des partis. Donc évitons les injonctions contradictoires. Il est également plus qu'important de maintenir la pression pour innover. Vraiment, on ne s'en sortira pas sans. Nos universités dans le domaine sont importantes et faire émerger des champions capables. Je prendrai l'exemple de l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, c'est 250 milliards d'investissements. En Chine, c'est 100 milliards d'investissements. En Angleterre, c'est 20 milliards. Et on est 8e derrière l'Inde et l'Israël. Donc, on ne va pas lâcher sur ce sujet capital qu'est l'intelligence artificielle. Mais pour reprendre un album d'Aerosmith, Never Give Up, ne lâchons rien. N'abandonnons pas. C'est ça la souveraineté, ne rien lâcher face à nos concurrents. Merci Gilbert. Donc à lire le dossier complet dans l'hémicycle consacré aux souverainetés françaises. Avant qu'on entame ce débat, ma chère Clémence Brézet, j'aimerais que vous nous donniez les grandes lignes de cette étude exclusive que le groupe Verian, Kantar, pardonnez-moi, je continue de le dire, a réalisé. Quels sont les principaux enseignants quand on parle de souveraineté française aux Français ? Merci beaucoup Eric. Effectivement, on a réalisé un sondage exclusif pour l'hémicycle, un sondage d'envergure auprès de 1000 personnes représentatifs de la population française. Alors l'objectif de ce sondage, vous l'avez dit, c'était de bien comprendre l'état des lieux et les attentes des Français vis-à-vis de la souveraineté, des souverainetés françaises. Alors le premier enseignement de cette étude, c'est que c'est un sujet important dans l'opinion. Les Français ont un avis tranché dessus. En effet, 91% d'entre eux pensent que c'est important que la France préserve sa souveraineté économique. Alors c'est intéressant parce que sur des sujets techniques comme ça, c'est plutôt remarquable d'avoir des Français aussi impliqués. Et c'est également le signe que le discours politique porté depuis quelques années maintenant, quel que soit par des personnalités politiques de droite comme de gauche, infuse dans l'opinion. Alors on n'a pas tout à fait la même appréhension dans les différentes couches de la population. On voit que ça interpelle surtout les retraités et les catégories aisées. Et que les jeunes et les catégories plus modestes ont d'autres préoccupations que la souveraineté. Le deuxième enseignement, c'est que les Français sont dubitatifs quant à la capacité de la France. Quant à la capacité de la France à mettre en œuvre cette souveraineté économique via la relocalisation. Quand on demande aux Français, on voit que 59% d'entre eux ne pensent pas que la France a les moyens d'assurer la souveraineté économique de l'État et que même 2/3 d'entre eux ne pensent pas que la France a les moyens d'assurer la souveraineté économique des entreprises. Bon, évidemment, tout ça, c'est dans un contexte anxiogène des dernières années. Les Français, finalement, ont conscience des faiblesses de la France. On l'a évoqué tout à l'heure, la crise du Covid, les médicaments, tous ces événements en fait, de l'actualité qui ont vraiment mis à jour le fait que la France avait des grosses lacunes de ce point de vue-là. Il en résulte que la parole publique ne semble pas être performative aux yeux des Français et ils doutent de la capacité de l'État à mettre en place cette politique de souveraineté économique. Jean-François Copé, je vais me tourner vers vous tout de suite pour avoir une vision un peu globale. Quand on parle des souverainetés françaises, vous pensez à quoi en premier ? Je pense que c'est un wake-up call en fait. On a une opportunité exceptionnelle de proposer un projet politique aux Français en fait. Et ce sondage est remarquable. La grande leçon que je tire à la fois de ce sondage et de l'excellent dossier d'ailleurs de l'hémicycle, c'est que ça fait des années qu'on pleurniche en disant mais qu'est-ce qu'on peut proposer comme grand projet politique au fond ? On a tout essayé. Enfin,
Rattraper l'Allemagne, tout le monde s'en fiche. Être une grande puissance, en réalité, ça ne mobilise pas tant que ça. Reconquérir notre souveraineté, pas n'importe comment et pas sur n'importe quel secteur, ça engage les Français. Pas n'importe comment parce que je pense qu'il ne s'agit pas de nier la réalité de la mondialisation. Il ne s'agit pas non plus de le demander sur tous les secteurs. Il y a quelques secteurs clés. Et de mon point de vue, c'est le projet politique à présenter aux Français. C'est-à-dire de leur dire, voilà, on a eu 3 alertes, le Covid, l'Ukraine et l'inflation. Face à ces 3 alertes, il y a un wake-up call immédiat à faire et on se donne 10 ans pour reconquérir notre souveraineté, soit française, soit européenne. J'ai trouvé le sondage là aussi très intéressant, sur l'alimentation, la santé, l'énergie, la défense et le digital. Voilà. Pas commencer à être dans tous les domaines, mais ces 5-là, parce que ces 5-là, c'est la vie. Quand vous les regardez de près, c'est la vie. Ça concerne la sécurité alimentaire, la sécurité des personnes et des biens, la sécurité des données, donc de l'individu. Tous ces éléments sont absolument majeurs. Donc pour moi, c'est le projet politique et la raison d'être d'un wake-up call pour des Français qui n'attendent que cela. À 91%, c'est énorme. Ça veut dire qu'il faut remettre en place, alors je vais employer un terme qui a marqué l'histoire, l'ardente obligation d'un plan, c'est-à-dire qu'il faut se fixer des objectifs dans les secteurs que vous avez mis, que vous avez montré du doigt, ou bien il faut essayer de financer au gré des possibilités budgétaires du pays les secteurs qui vous semblent essentiels. D'abord, il faut un fondement démocratique. Il faut que ce soit un contrat avec les Français. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est quand ils vous disent, les Français, qu'on n'est pas capable d'assurer notre souveraineté. En fait, c'est vrai et faux. On n'est pas capable de l'assurer quand il s'agit de faire des efforts. En clair, si pour retrouver de la souveraineté, il faut une meilleure compétitivité en travaillant plus ou en réduisant certaines dépenses publiques, là, les gens rigolent plus du tout. Et on l'a encore vu sur la réforme des retraites. En revanche, si reconquérir sa souveraineté, c'est arrêter avec les schémas caricaturaux de certains écolos disant qu'il ne faut plus de nucléaire, alors là, vous avez vu qu'en quelques semaines après l'invasion par Poutine de l'Ukraine, le débat était clos. Plus personne ne conteste que le nucléaire, c'est formidable. Pendant 15 ans, tout le monde a dit « Oh là là, le nucléaire, c'est atroce ». Puis là, du jour au lendemain, non, le nucléaire, il n'y a plus de sujet, c'est formidable. Bah oui, évidemment. Et le miracle, c'est qu'on a pu faire ce virage à 180 degrés avant que toutes nos centrales soient fermées. À quelques mois près, on sauvait Fessenheim quand même. Donc la réalité, c'est qu'il y a, de ce point de vue, un vrai message, c'est de dire aux Français, OK, on l'a fait pour l'énergie, parce que ça veut dire qu'à terme, avec l'investissement sur l'hydrogène, on peut peut-être espérer dans 15 ans exporter de l'énergie, ce qui est juste incroyable pour la France. Vous savez qu'on a même trouvé de l'hydrogène blanc en Lorraine. Ouais. Par contre, il faut qu'on pose la même question sur les autres vecteurs de la souveraineté, et notamment dire, bah, écoutez, si on veut reconquérir notre capacité à produire des médicaments en France, si on veut, bien sûr, si on veut reconquérir notre souveraineté sur un certain nombre d'activités économiques majeures, dont l'agriculture, eh ben, il va falloir trancher. On ne peut pas tout demander à la fois, les fameuses injonctions contradictoires, bloquer les sols, crouler sous les normes en étant 10 fois plus ailés que les autres pays européens. Non, il va falloir trancher ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut un rendez-vous démocratique. Il faut une élection, parce que c'est là que les Français choisissent. 2 remarques et une question pour terminer ce premier point, Jean-François Copé. Première remarque, il y a eu le discours de Belfort du président de la République qui a marqué un vrai virage sur le nucléaire, puisqu'au début, il n'y a pas que les écologistes. On a eu 6 ans. Il n'y a pas que les 6 ans de Macron sans nucléaire. Qui se sont plantés sur le nucléaire. Non, mais on a eu 6 ans de Macron sans nucléaire, et depuis 2 ans, le nucléaire, c'est formidable. C'est pas grave, l'important c'est que ça se fasse. Deuxième remarque, on parle de secteurs à favoriser, il faut de l'argent. Gilbert Azoulay donnait les chiffres consacrés par les États-Unis à l'intelligence artificielle. Si on ajoute par exemple l'Inflation Reduction Act de M. Biden, 370 milliards pour attirer des entreprises dans son pays avec une énergie qui n'est pas si chère, qui est le gaz de schiste, dont nous on se prive pour des raisons de stratégie, on se dit qu'on n'a peut-être pas les moyens de développer, on n'a peut-être pas suffisamment d'argent. Et ma question est la suivante, vous dites, ça peut se faire dans le cadre national ou européen. Quand j'écoute le président de la République, il ne parle que de souveraineté européenne, lui. Oui, mais je pense qu'en disant ça, il voit très bien
comment il défend les intérêts de la France. Le nucléaire, à l'instant, est le bon exemple. On a tordu le bras à ceux qui ne voulaient pas de nucléaire, parce qu'on a un groupe de 18 pays sur les 27 qui en produisent. Bon, mais vous avez un certain nombre de domaines dans lesquels on sait qu'on ne peut pas faire seul. Moi, j'ai écrit il y a quelque temps un livre avec Laurent Alexandre sur l'intelligence artificielle, justement. L'IA va-t-elle aussi tuer notre démocratie? Bon. Qu'est-ce que je voulais poser comme problème? Je pense qu'il y a un petit malentendu. Ce n'est pas la Startup Nation qu'il faut imaginer, c'est l'IA Nation en fait. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser ces technologies et on ne peut le faire qu'au niveau européen. Donc bien sûr que le cloud est un énorme sujet, c'est la maîtrise des datas. Mais l'intelligence artificielle, il faut faire confiance au progrès et en même temps le voir à l'échelle européenne. Donc en fait, il y a un mix européen et français selon les cas. Il faut que la France y contribue, mais elle ne pourra pas le faire seule. D'ailleurs, c'est une question de numérique, pardon, sans mauvais jeu de mots. Enfin, les Américains, c'est un continent en entier, les Chinois aussi. Ce n'est pas les petits Français qui vont y arriver tout seuls. Bien sûr, donc l'Europe. On ne peut pas accepter un G2, voilà. Chine, on peut États-Unis. Parler de souveraineté française au pluriel si on opte pour une Europe fédérale, plus que pour une Europe des nations. Et accessoirement, c'est un antidote par rapport au Front National qui est totalement franco-français. Et vous, tout en vous disant ça, je voyais la très belle photo que vous projetiez tout à l'heure avec un drapeau tricolore. Si c'est une manière de remettre un peu de drapeau tricolore, tant mieux, parce que pendant des années, ce n'était pas à la mode d'avoir un drapeau tricolore. Et là, on a une belle occasion positive de le faire. Alors Laurent Alexandre, il va parfois un peu plus loin sur l'IA quand même, parce que lui, il va jusqu'au transhumanisme. Quand même. Oui, absolument, la mort de la mort. C'est la raison pour laquelle nous avons un débat contradictoire dans ce livre. C'est justement parce qu'on j'ai mis les pieds dans le plat en disant, écoute, voilà, peut-être qu'on peut imaginer que l'IA... Ça peut faire peur parfois quand Laurent Alexandre parle d'intelligence artificielle. C'est ça. Moi, j'ai fait la partie plutôt rassurante sur un sujet au moins, qui est de dire, il y a une chose que l'intelligence artificielle, à ce jour, ne nous a pas encore volée, c'est l'affect. Gardons-le précieusement. Je voudrais qu'on parle de carte bancaire. Tout le monde a une carte bancaire. Juste un petit mot sur l'histoire du groupe, puis après je vous poserai une question sur dans quelle mesure il y a des enjeux de souveraineté avec la carte bancaire. Un petit mot sur l'histoire du groupe. Carte bancaire est un groupement qui a été créé il y a une quarantaine d'années par les grandes banques françaises. C'est un groupement qui permet en fait que l'ensemble des opérations de cartes en France se fassent sur des infrastructures françaises. Les données sont sécurisées en France, l'ensemble des transactions se fait sur des circuits français. Carte bancaire en France, c'est un concurrent des autres schémas de paiement que l'on connaît, qui s'appellent Visa et Mastercard principalement. Parfois, ils mélangent un peu tout. Il parle de Visa, il parle de carte bancaire. Oui, beaucoup de Français imaginent que Visa est une société française. Beaucoup de gens imaginent que le petit logo CB que nous avons sur nos cartes signifie carte bleue, parce que ça signifiait carte bleue à une époque, parce que le logo était vert et bleu. Et on va, comme le disait Jean-François Copé, justement vers un logo bleu-blanc-rouge, justement pour bien montrer la souveraineté et le caractère national de carte bancaire. Alors, comment est-ce qu'il y a des enjeux forts de souveraineté qui sont liés à la carte bancaire? Tout à l'heure, Gilbert Azoulay parlait des fameuses données. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux plus importants Il y a un enjeu majeur qui est celui de pouvoir opérer des paiements par carte. Quand vous utilisez votre carte bancaire, en 95% des cartes bancaires sont avec deux logos, le logo de Visa ou de Mastercard et le logo de CB. Les commerçants choisissent en général de faire transiter leurs opérations en utilisant le réseau carte bancaire. Pourquoi? Parce que c'est à peu près 10 fois moins cher pour eux. Et donc derrière, c'est un enjeu forcément de pouvoir d'achat pour les Français, mais c'est également à peu près 3 fois moins fraudé que les réseaux concurrents. Donc il y a d'abord un sujet de sécurité, un sujet de prix, un sujet de fraude pour les Français. Le deuxième, c'est, on l'a vu, évidemment ça ne nous concerne pas directement, mais on l'a vu en Ukraine et en Russie. Au moment où la Russie a envahi l'Ukraine, l'ensemble des cartes en Russie qui étaient sur le même système, un système mixte, entre un réseau local russe qui s'appelle MIR et des réseaux américains, les deux sociétés américaines ont décidé de couper complètement les liens et donc les possibilités de se payer par carte bancaire en utilisant leurs opérations. Et évidemment, ça a continué avec le réseau MIR, le réseau purement russe. Donc on a un besoin qui est finalement de pouvoir utiliser ces réseaux pour pouvoir opérer nos paiements par carte bancaire. Puis derrière, il y a un enjeu à un niveau européen, c'est d'être capable de faire ça au niveau du continent et d'être capable de dire demain, avec une carte bancaire, je peux continuer à payer dans d'autres pays sans utiliser les rails des sociétés américaines. Dans un secteur comme le vôtre qui est quand même ultra concurrentiel, il y a un besoin de souveraineté européenne des moyens de paiement face à d'autres moyens de paiement qui peuvent être américains, qui peuvent être chinois, qui peuvent aussi passer par les crypto-monnaies. Ça, ce sont des enjeux très importants. Oui, aujourd'hui, là, je vous ai parlé à travers carte bancaire de cartes.
Et c'est aujourd'hui à peu près la moitié des paiements en France qui se fait par carte bancaire. L'autre moitié, c'est principalement du cash. Il reste encore un peu de chèque, mais dans la globalité, c'est ça. Demain, on sait que les nouvelles formes de paiement, c'est d'utiliser un téléphone portable qui va discuter avec un autre téléphone portable. On l'utilise déjà aujourd'hui, mais ça reste une transaction avec une carte bancaire virtualisée, numérisée. Demain, on sait qu'on aura la possibilité de payer d'un téléphone à un autre téléphone simplement par un virement entre deux comptes bancaires. Donc ça, c'est l'étape d'après. Pour cela, l'Europe a décidé de lancer un projet à un niveau européen qui consiste justement à éviter que ça se fasse simplement dans chacun des pays ou que ça se refasse dans chacun des pays, mais qu'on puisse le faire à l'échelle européenne. Ça, c'est l'étape d'après. Il y a une troisième étape qui sera potentiellement l'euro digital, qui est promu par la Banque centrale européenne. On voit bien qu'à travers ce triptyque, un système de carte qui peut être national, un système de paiement par téléphone qui peut être à un niveau européen, plus l'euro digital demain, on est en train de mettre en place les éléments de la souveraineté des paiements au niveau du continent. Alors j'aimerais qu'on parle maintenant pharmacie avec vous. Bruce Viel, le groupe Synerlab, c'est le groupe leader européen, qui est un groupe français dans le développement et le façonnage pharmaceutique. 1300 employés, je regarde 7 sites, dont un en Espagne. Vous êtes dans la sous-traitance pharmaceutique. Je me souviens encore des mots du président de la République après la crise Covid, expliquant que dorénavant, on ne se retrouverait plus jamais dans cette situation, qu'on allait relocaliser les centres de recherche et de développement. Et pour rien vous cacher, pour en avoir discuté avec, par exemple, des managers importants du groupe Sanofi ou Olem, par exemple, qui est le groupe lobbying des laboratoires pharmaceutiques, on m'a dit c'est plus compliqué que ça. Est-ce que beaucoup de choses ont changé depuis la crise Covid en matière de relocalisation des fabrications de médicaments? On a vu par exemple que pour le Doliprane, bon, c'était pas possible, en tout cas pas comme ça. Alors Synerlab est au cœur de cet enjeu de relocalisation, évidemment, quand on parle de reconquête de souveraineté. Donc vous l'avez cité, Synerlab, c'est notamment 5 sites industriels en France, c'est 1000 personnes, donc on délivre une quantité non négligeable de médicaments sur le marché. Nous sommes le 5e acteur français. Voilà. Donc moi j'aimerais aussi rebondir sur ce que disait M. Copé, parce que je suis ingénieur de formation, j'adore l'industrie, ça fait 30 ans que je suis dans l'industrie, j'ai travaillé dans l'automobile, j'ai vu un certain nombre de délocalisations, et puis je travaille maintenant depuis 15 ans dans l'industrie pharmaceutique, et je trouve que ce projet arrive à point nommé pour ne pas répéter les mêmes erreurs qu'on a fait peut-être dans d'autres industries. Et je partage cet avis que, en fait, ce processus qui est engagé de relocalisation est un vrai projet d'avenir et motivant pour un certain nombre d'acteurs locaux et nationaux. Mais est-ce qu'on a assisté à des choses importantes depuis la crise Covid? Est-ce qu'on a tiré les leçons de ce qui nous est arrivé? On sait qu'il y a des pénuries d'antibiotiques, par exemple, régulièrement. On sait que dans un pays comme la France, on n'est pas en mesure, quand on va chez son pharmacien, de trouver tous les médicaments qu'on souhaitait. Et j'ai même l'impression que ça a un peu empiré depuis la crise Covid. Mais je ne jette pas l'anathème sur le secteur de la pharmacie. Est-ce que les choses ont changé, M. Viel? Alors, il y a un plan qui est lancé par le gouvernement, le plan Santé 2030, qui concerne un certain nombre d'investissements sur des filières de haute technologie. Donc, dans ce sens-là, effectivement, ça va dans le bon sens. Parce qu'en fait, pour relocaliser, on a besoin d'investissements pour pouvoir développer du capacitaire. On a besoin aussi de rendre nos métiers plus attractifs. Parce que l'industrie d'il y a, on va dire, 40 ans, qui n'était peut-être pas très attractif, dans la tête des gens, je constate qu'il y a encore un peu cette image. Or, notre industrie a complètement évolué. Nous sommes modernes, nous avons une grande expertise, nous sommes des industries qui sont propres maintenant. Une des raisons pour lesquelles la chimie s'est délocalisée, c'est pour des raisons également écologiques. Donc nous sommes aujourd'hui des industries propres, nous avons des filières de recyclage, et donc en fait on a tous les éléments pour pouvoir relocaliser notre industrie sur notre sol français. Mais est-ce que les relocalisations en matière de médicaments ne se font pas aussi en fonction des marges, suivant les pays, que les laboratoires pharmaceutiques engrangent ou n'engrangent pas des nouveaux médicaments, margent plus que des anciens médicaments dont les molécules ont été amorties? Est-ce qu'il y a aussi cette dimension-là? Encore une fois, je ne jette pas du tout d'anathème. Chacun doit faire du profit pour faire de l'investissement. Il n'y a pas de doute dans ma tête. Mais est-ce que ça rentre en ligne de compte aussi lorsqu'on parle de relocalisation d'unités de production?
Alors évidemment, ça rentre en compte. Il y a une question de prix derrière tout ceci. Donc, et notamment, alors si je prends l'exemple de Synerlab, nous produisions dans le passé, il y a encore quelques années, de l'amoxicilline que nous avons décidé d'arrêter. Pour des questions antibiotiques, pour des questions effectivement de rentabilité. Donc quand vous avez une boîte d'amoxicilline que tout le monde connaît de 1 gramme, donc 6 antibiotiques, vous avez une boîte, vous avez une notice, vous avez des blisters, vous avez toutes les structures qui travaillent derrière et que vous vendez ça 30 centimes d'euros, enfin, qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui? Moi je vais faire mes courses le samedi comme tout le monde, qu'est-ce qu'on achète pour 30 centimes d'euros aujourd'hui? Donc en fait, il y a une question de prix, effectivement, et pour ce type de produits, c'est là où nous avons besoin de l'aide de l'État, parce que ça ne peut pas continuer de cette façon. Les prix sont fixés par le comité économique des produits de santé. Donc il y a besoin de réviser ces prix. Chaque année dans l'ONDAM. Exactement. Et puis alors nous, industriels, comment nous répondons à cela? Nous axons sur des produits à plus forte valeur ajoutée. Mais Monsieur Viel, quand on voit quand même que la Chine et l'Inde, aujourd'hui, après la crise Covid, continuent d'assurer 80% des produits, des principes actifs, il n'y a aucune raison que ça change, pour une raison très simple, me semble-t-il, c'est que les coûts de production sont évidemment différents, que les coûts salariaux sont différents. Pourquoi est-ce que ça changerait du jour au lendemain, on ne peut pas être capable de relocaliser la production de ces principes actifs? Alors, vous avez raison, et je vais vous donner quelques contre-exemples. Synerlab, par exemple, est assez peu exposé aux principes actifs chinois et indiens. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes spécialisés dans des petites et moyennes séries, et en fait, importer ces produits-là coûte très cher. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, pour l'anecdote, nous venons de remporter un marché donc pour un collier qu'on va livrer en Inde. Donc quand on est capable d'avoir des produits à forte valeur ajoutée, le Made in France compte énormément, notamment en termes de santé, et nous pouvons aussi travailler dans l'autre sens. Sécurité, de qualité C'est un du gage produit. de sécurité, de qualité du produit. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un contre-exemple. Après, c'est certain qu'il y a des questions de prix et des questions de compétitivité. Mais là encore, si il n'y a pas un travail qui est fait sur la remontée d'un certain nombre de prix de vente, je pense qu'on ne pourra pas boucler la boucle. Il y a quelques lueurs d'espoir. Je lisais récemment qu'il y avait un projet d'enlever les notices des boîtes de médicaments. Donc effectivement, on est dans un système extrêmement exigeant en termes réglementaires, donc qui empile des couches. Ça permettrait de produire à moins cher? Oui. Encore une fois, une notice, c'est un bout de papier qu'on coupe, on l'imprime, on le plie, on le met dans... Ça rentre dans le prix du médicament. Ça rentre évidemment dans le prix du donc on médicament. pourrait très bien le trouver sur une application, sur Internet. Ouais. Exactement. Okay. Donc il y a des pistes. Je pense que si on cherche, on a encore des pistes de productivité à trouver pour pouvoir relocaliser un certain nombre de médicaments. Jean-François Copé, tout à l'heure, vous nous avez expliqué doctement, avec force de conviction qu'on vous connaît, que il y avait des secteurs qu'on devait favoriser, il y avait des secteurs dans lesquels on devait investir, donc relocaliser, qu'il ne fallait pas tout faire. Mais pardonnez-moi, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre et dans d'autres pays, le pouvoir politique a encore la main sur le pouvoir industriel? Est-ce que vous pensez que ce qui a été possible il y a quelques années, sous Georges Pompidou par exemple, les grands travaux, le lancement des TGV, sous De Gaulle, le lancement du nucléaire, est possible aujourd'hui? C'est-à-dire, les industriels, est-ce que ce n'est pas eux, en fait, qui imposent aux politiques, qui pourtant sont élus par les Françaises et les Français, ce qu'ils veulent faire? Non, mais je pense que ça, c'est un contresens qui est bien connu et qui est porté par une idéologie assez totalitaire, plutôt du côté de l'extrême gauche. Mais non, mais justement, c'est bien que vous en soyez le porte-parole, ça nous change. Ouais. Mais en fait, tout ça est totalement abstrait. Quand vous dites est-ce que le politique peut avoir la main sur le pouvoir industriel, c'est pas le sujet d'avoir la main. Le sujet, c'est d'aider. Vous savez, il y a d'accompagner. Souvent, bien sûr, ce qu'on dit souvent de différence entre un Américain et un Français, on a beaucoup de différences et parfois c'est tant mieux, mais vous savez, il y a une formule anglaise, on dit « What I can do for you ». Tu vois, vous voyez, quand on va voir un Américain, on dit comme « How can I help ?» Voilà. En France, c'est un petit peu « Comment est-ce que je peux vous embêter ?» Voilà. Bon. Et tout est là, en fait. Et ce que je crois que nous devons mener comme combat, il n'y a que le politique qui peut le faire, c'est en réalité d'avoir un vrai message qui consiste à mettre toute l'administration de l'État sous tension pour créer les conditions, pour faciliter les choses. Or, ce travail nécessite en réalité une volonté de faire au niveau du président de la République,
du Premier ministre et de l'ensemble des ministres. Et ça nécessite des professionnels, c'est-à-dire des gens qui savent ce que c'est que l'action publique, qui sont commandés et à qui on dit, mesdames et messieurs les ministres, votre mission c'est d'être le chef de vos administrations et votre rôle va être dans votre secteur d'activité de créer les conditions pour que les Français, c'est ce qu'a dit Emmanuel c'est Macron, pour que les Français donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alors d'abord, pas complètement. Et deuxièmement, le principe d'un chef, ça n'est pas simplement de donner une instruction au journal de 20 heures, c'est de s'assurer tous les jours que c'est mis en œuvre. Or, la vérité, c'est que c'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui. Pour toute une série de raisons. Rappelez-vous la célèbre phrase d'Emmanuel Macron disant à ses amis députés « Soyez fiers d'être des amateurs ». Moi, je ne le suis pas, mais vous l'êtes. Et soyez fiers de l'être. Ce qui est un vrai sujet, en fait, psychanalytique, qui mérite d'être étudié, pas simplement en politique, et qui en dit long sur ce sentiment qu'ont les Français qu'on n'y arrivera pas, parce que les politiques qui sont en charge, qui sont censés être responsables, ne font pas ce travail. Mais ça doit vouloir dire aussi, dire aux Français, voilà, on vous propose un contrat. C'est-à-dire qu'on vous propose, comme nous on a pu le proposer dans d'autres temps sans vraiment le faire, mais au moins on l'a proposé, gagner plus en travaillant plus. C'est de dire aux entreprises, on va créer les conditions pour que vous reveniez en France ou que vous développiez en France. Il y a des secteurs qui le font. Et donc notre objectif, il est de remettre de l'ordre dans tout ça, et c'est le rôle des entreprises, c'est le rôle des administrations de le faire. C'est vrai pour l'administration fiscale, c'est vrai pour les administrations sociales, l'inspection du travail, URSSAF, c'est vrai pour tous ceux qui sont en charge de réglementation. Pourquoi est-ce que toutes nos normes sont toujours plus exigeantes, plus sévères que les normes appliquées dans les autres pays européens? Enfin, on peut simplement être dans la moyenne européenne, vous voyez, c'est pas grave. Plus de directives européennes que d'autres pays. Non, pas du tout. C'est parce qu'on écoutez, on est extrêmement bon élève. On est extrêmement bon élève. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Mais oui, parce qu'on les relie pas. Ah bah. Mais oui, mais non, mais je suis désolé. Si on les transpose sans les relire, c'est encore plus terrible. terrible. C'est profiter de ma présence. Maintenant, je commence à être doyen de l'humanité en politique. Je peux vous en parler. Vous savez comment ça marche? Les transpositions de directives, c'est le jeudi matin, quand il n'y a plus personne dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, puis ensuite au Sénat. Comme les ministres considèrent que c'est un travail subalterne, ils ne le regardent pas. Du coup, les cabinets ministériels ne le regardent pas non plus. Les directeurs d'administration centrale se considèrent comme trop importants pour le faire. Et donc, on le confie généralement à l'énarque qui arrive. Et qui, lui, se dit, il faut que je montre que je suis utile. Donc, il en fait des tonnes. Et plus personne relit le document. Et donc, on est la plupart du temps dans un système qui n'est pas validé, alors qu'en Allemagne, c'est un sujet majeur, avec des transpositions de directives qui sont surtransposées par rapport à ce qui est demandé. Et du jour au lendemain, les Français découvrent que quelque chose qui était de bon sens, ils ne peuvent plus le faire. Et à force d'accumuler ça dans tous les secteurs, vous avez un pays qui se bloque. Et en fait, désolé de rentrer par le petit bout de la lorgnette, mais je pense qu'en fait, c'est aussi ça le rôle d'un président de la République. C'est pas juste d'être dans l'essentiel et dans les grandeurs et je maîtrise les horloges et je sais pas quoi. Non, c'est de temps en temps de vérifier qu'il y a de l'essence dans les voitures. Parce que sinon, ça peut pas marcher. Et c'est ça la clé du commandement aujourd'hui. Les deux à la fois. Alors, vous devez approuver une interview d'Emmanuel Macron quand il avait dit qu'il faut créer une filière de pompes à chaleur. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Un président de la République doit aller jusque-là. Bien sûr, mais c'est pas tant de dire qu'il faut le faire, c'est de s'assurer que ça a été fait 6 mois après. C'est l'évaluation de la politique publique. La grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est super bon en effet d'annonce parce qu'on est obsédé de sauver l'image qu'on va donner au journal de 20 heures. Mais en fait, une fois que le journal est terminé, il faut s'assurer que le truc est fait. Et la plupart du temps, notre problème, c'est qu'on annonce des tonnes de choses toute la journée. Et puis, le problème, c'est que 6 mois après, chef, on n'a pas eu le temps. On avait oublié, on ne savait pas. Donc, en fait, c'est tout ce process. Ça ne marcherait jamais dans une entreprise, d'ailleurs. Non. Vous le savez bien. Bon, eh bien, je ne vois pas pourquoi il n'y a jamais cette évaluation pour les politiques. C'est cette transformation que les gens demandent. C'est parce que la plupart du temps, les gens ils vous disent, mais vous faites jamais ce pourquoi vous êtes élu. Oui, forcément, parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Et qu'à force de dire oui à tout le monde, on dit plus rien à personne. Il faut mettre ou pas, quand on est un politique, l'administration et les hauts fonctionnaires. Il faut, alors que ce sont souvent les mêmes. Ce sont souvent les mêmes. C'est votre côté dictatorial, le mettre au pas. Mais non, c'est pas de mettre au pas. Mettre la main. Oui, mais c'est souvent les mêmes. Jean-François Copé. Mais moi, j'ai une autre ces hauts fonctionnaires, ils sont là. Les lois se sont empilées. Le millefeuille administratif est devenu incompréhensible pour les entreprises. C'est sûr, mais c'est ce que je vous dis. Mais en même temps, ils sont là, mais ils font parfois des miracles, les fonctionnaires. Il faut arrêter d'expliquer qu'ils font pas bien. Quand ils sont commandés, ils font des miracles. Mais regardez la manière dont la France a géré la crise du Covid. Mais c'était remarquable. On a recours à des cabinets conseils et pas forcément aux fonctionnaires. Oui. Alors là, vraiment, ça c'est votre côté. Genre, je fais une provoque. C'est pas vrai. Non. Moi, j'ai vu comment Bercy a géré en un temps record les PGE, les aides aux entreprises, alors qu'il y a d'autres pays où tout a coulé. J'ai vu comment, dans des conditions épouvantables, sans aucune donnée scientifique,
on a à peu près, dans les moins mauvaises conditions possibles, apporté le plus de réponses possibles. Alors, sur le moment, tout le monde critique, c'est normal, mais faites le bilan comparé. Donc l'État fait des miracles, mais à condition d'être commandé. On en revient à cela. Si vous avez des administrations qui sont structurées avec des feuilles de route qui sont claires, dans lesquelles on dit vous êtes là pour trouver des solutions, pas pour bloquer le jeu des acteurs économiques, c'est plus la même chose. Il faut des lois qui soient clarifiées, et c'est là-dessus qu'on peut faire bouger les choses. Clémence Brézet, j'aimerais qu'on fasse un petit focus, puisqu'on parle beaucoup de souveraineté économique, sur l'attente des Françaises et des Français que vous avez sondés, que vous avez interrogés, pour entrer un peu plus dans le détail. Je crois que vous aviez d'autres chiffres à nous donner. Alors, on a effectivement posé la question aux Français de savoir s'ils avaient le sentiment qu'il existait un mouvement de relocalisation des activités et des entreprises en France. Et malheureusement, les Français ne voient pas le miracle dont vous parlez. On a 45% d'entre eux qui ont le sentiment qu'il existe un mouvement de relocalisation, et donc plus de la moitié qui ne voient pas en fait ce mouvement de relocalisation. Alors, on ne va pas plus s'étendre dessus, on l'a pas mal évoqué, mais voilà, il y a eu... des effets d'annonce, des contextes. Il y a eu des méga-factories inaugurées par le président de la République pour des batteries électriques dans les Hauts-de-France. C'est déjà super. Hein. Oui. Mais il y a un développement sur l'hydrogène. Ça, les Français ne l'ont pas perçu. Les Français ne le perçoivent pas. Donc, ouais, effectivement, France Relance, France 2030, les usines de médicaments, tout ça, ils en ont entendu parler. Mais si je peux, je ne vais pas vous interrompre longtemps, mais juste 45% qui trouvent qu'il y a un mouvement de localisation, c'est beaucoup, pas si mal. Vous ne pouvez pas dire les Français pensent que. C'est 45% qui pensent que ça se fait. Je veux dire, dans le contexte vraiment de difficultés dans lesquelles on se trouve, c'est pas si mal. Bien sûr, c'est pas si mal, mais c'est à mettre en perspective sur un sujet qui plaît aux Français et en fait sur lesquels ils ont beaucoup d'attentes. Ça me fait ma transition. Effectivement, les Français, en fait, pour eux, la relocalisation, c'est vraiment un atout économique pour la France. Et c'est pour ça que leurs attentes sont fortes et aimeraient en voir plus. C'est que pour 90% d'entre eux, la relocalisation améliore la croissance économique des entreprises françaises. Donc pour 9 Français sur 10, plus de relocalisation égale plus de croissance. Et par ailleurs, les Français pensent également que la relocalisation est un atout pour l'ensemble de l'économie, l'ensemble du système social, sociétal, environnemental. Ils sont 78% à penser que la relocalisation accélère la transition énergétique et le développement durable. Donc finalement, ces deux chiffres, c'est assez en ligne avec les études en ce moment. C'est que l'échelon local est quelque chose qui plaît, est une solution pour les Français. Pour régler les problèmes, donc de régler les problèmes économiques, régler les problèmes sociaux, et qu'ils ont envie de faire plus appel à la proximité, à la localité pour faire face aux défis qui sont posés par l'avenir. Bruce Viel, alors j'ai lu un truc intéressant vous concernant, mais peut-être que je me trompe complètement. C'est peut-être une réponse aussi à cette façon de mettre en place une nouvelle souveraineté en matière de médicaments. C'est des marchés de niche, des produits à haute valeur ajoutée, on peut dire ça comme ça. C'est une façon de sortir du lot commun des laboratoires pharmaceutiques. Et quel type de produits à haute valeur ajoutée, parce que je n'ai pas eu la réponse dans ce que j'ai lu, vous préparez, c'est une réponse business, mais qui intéresse le débat de ce soir. Oui, tout à fait. Donc, une des façons de contourner, on va dire, cette problématique, c'est de regarder là où nous avons des niveaux d'expertise qui sont forts. Alors, on a en France un système de réglementation qui est assez coûteux. On a également un coût du travail qui est assez coûteux. Donc, si on veut financer tout cela, il faut travailler sur des processus de transformation qui créent de la valeur et qui créent beaucoup de valeur. Alors, nous avons choisi de nous axer sur 3 domaines qui sont le multidose stérile. Alors, vous avez des gouttes dans les yeux en multidose, par exemple, ou du spray nasal en multidose. Et nous les faisons sans conservateur. Donc pour des questions d'allergie, pour favoriser, pour bien favoriser la santé. Il y a le pain sans gluten, maintenant il y a le collyre sans allergène. Exactement, c'est exactement ça. Et on constate que ces marchés sont en croissance, où on a une vraie expertise, c'est très compliqué, ce sont des machines qui valent plusieurs millions d'euros quand on veut investir dessus, mais par contre où on peut avoir une position dominante. Donc ça, c'est important. Ce qui est important aussi, donc notre deuxième voie de développement, c'est la lyophilisation. Donc on extrait l'eau
d'un certain nombre de produits pour les rendre plus stables. Ce sont des processus de fabrication qui sont extrêmement compliqués. Et là, pareil, donc on est sur des domaines d'expertise qui sont très pointus. Et le dernier domaine, c'est le développement pharmaceutique, où les laboratoires nous sous-traitent une partie de leur développement. On fabrique des lots cliniques pour eux. Et en fait, c'est une réponse à cette souveraineté. C'est au lieu d'aller chercher des produits qui sont faiblement margés, finalement, c'est essayer d'aller vers des produits à plus forte valeur ajoutée dont on va se servir de l'expertise mais les produits de notre pays. que vous utilisez pour façonner ces produits à haute valeur ne dépendent pas de marchés tierces qui seraient en Inde, en Chine ou ailleurs. Parce que sinon, on se retrouve dans la même situation peu de temps après. Même si, évidemment, un vaccin contre le Covid, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un spray nasal. Alors très peu, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a effectivement un taux d'exposition à la Chine et à l'Inde assez faible. Une indépendance. Et une des raisons pour lesquelles c'est le cas, c'est que nous, on s'est spécialisé sur des petites et moyennes séries également. Ce qui fait qu'aller chercher des petites séries en Chine, c'est très coûteux. Donc on s'approvisionne dans des marchés locaux. Et en fait, je rebondis sur cette statistique. Effectivement, la relocalisation améliore la croissance économique parce que derrière une industrie, il y a des dizaines et des dizaines de petits entrepreneurs, d'artisans qui travaillent avec nous. Et en fait, il y a un tissu local qui est énorme. C'est pour ça que c'est extrêmement valorisant et que c'est un projet magnifique de vouloir relocaliser et, on va dire, augmenter le niveau d'industrialisation de notre pays. Monsieur Mazouillet, tout à l'heure, Jean-François Copé a parlé d'inflation. C'est vrai que c'était un sujet très prégnant qui est encore sur la table pour beaucoup de Français, en difficulté en termes de pouvoir d'achat. Comment le GIE bancaire apporte une réponse à l'inflation? Puis j'aimerais aussi que vous reveniez sur la protection des données. La protection des données vis-à-vis de ce qui se fait ailleurs. Parce que ça aussi, c'est plus rassurant pour les Français nombreux qui utilisent la carte bancaire. Mais c'est aussi un vrai sujet de souveraineté nationale ou européenne, enfin, comme vous voulez. Deux parties dans votre question. Sur la première, sur l'inflation, je le disais tout à l'heure, quand un commerçant choisit d'utiliser les rails de carte bancaire pour faire transiter son opération de paiement, il va payer à peu près 10 fois moins cher que s'il le fait passer par un réseau américain concurrent. Juste avant l'été 2023, les grands commerçants se sont émus de voir que le pourcentage d'opérations qui passaient par carte bancaire avait tendance à décliner. Aujourd'hui, 85% des opérations carte passent par le réseau CB. C'était un peu plus de 90-93% il y a encore quelques années. Donc on sent qu'il y a une dégradation qui vient de multiples causes. Et les grands commerçants nous ont alertés en disant attention, ça augmente nos coûts de transaction que nous allons répercuter derrière sur les clients. C'est là où c'est un problème d'inflation derrière, c'est un problème de pouvoir d'achat pour les Français. Donc il est très important évidemment que nous arrivions à faire savoir les avantages que procure carte bancaire à la fois pour les commerçants et donc pour les Français, et que c'est au-delà d'être un sujet de souveraineté, c'est aussi un sujet de pouvoir d'achat. Sans vous parler encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, des sujets de fraude qui renchérissent évidemment le coût de la transaction. La deuxième partie de votre question, sur les données, quand vous faites une opération de paiement, évidemment, ça te fait transiter un certain nombre d'informations. Et le commerçant aujourd'hui, ce qu'il recherche, ce n'est pas simplement d'avoir une opération de paiement. Ce qu'il recherche, c'est les moyens d'augmenter son chiffre d'affaires. Quand vous êtes sur un site internet, il y a un taux d'abandon des gens qui ne vont pas jusqu'au bout du paiement, jusqu'à la validation de leur panier et le paiement. Pour le commerçant, c'est une perte. Ou en tout cas, c'est un manque à gagner. Donc il est très important, évidemment, que les parcours soient les plus complets possibles. Donc on cherche, évidemment, à travailler avec le commerçant autour de l'utilisation de la data pour lui permettre de favoriser et de comprendre comment se fait son chiffre d'affaires et comment il va l'augmenter. Nous, au niveau je peux être sûr que mes datas personnelles de carte bancaire, ne vont pas se retrouver ailleurs ou vendues à un tierce commerçant qui va me proposer plus tard des choses. Comme quand vous êtes sur un site, souvent, vous remarquez qu'on vous propose l'achat d'une voiture parce que précisément, vous avez regardé des vidéos de voitures. Quand vous êtes sur... je vais vous parler exclusivement des données de paiement. Les données de paiement, quand vous faites transiter un paiement par le réseau carte bancaire, ça ne transite que sur des serveurs français entre les banques françaises. Et donc les données sont totalement sécurisées en France. Et nous avons évidemment un engagement qui est de ne pas utiliser, de ne pas revendre ces données. Donc c'est véritablement un enjeu à la fois de sécurité, de résilience, de confidentialité pour les informations. Là, je ne vous ai pas répondu sur votre point qui est l'utilisation par le commerçant lui-même. Et ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet qui ne concerne pas carte bancaire. Non, oui.
Et là, votre avis ? Mon avis, ça dépend évidemment de chaque commerçant. Vous avez des commerçants qui vont l'utiliser le plus possible et le mieux possible. Il faut savoir que à partir du moment où vous faites un achat sur un site d'un commerçant, le commerçant, si en plus vous avez donné votre autorisation pour utiliser les données, c'est son intérêt que d'utiliser les données. Et puis ça peut être aussi le vôtre que d'avoir des propositions commerciales qui correspondent à votre besoin. Donc il ne faut pas non plus le voir systématiquement comme un élément négatif par rapport à votre consommation. Ça peut aussi être un moyen de vous faire bénéficier davantage pour votre propre consommation. Jean-François Copé, tout à l'heure on parlait d'indépendance en quelque sorte via le nucléaire en matière d'énergie. Il y a le mix énergétique. Bon, il y a ce qu'a lancé Emmanuel Macron, dont le premier avait été Nicolas Sarkozy, qui avait lancé des éoliennes offshore à l'époque. Bon, le parc va se développer. Le photovoltaïque va se développer, l'hydrolien peut-être aussi, même si politiquement Nicolas Hulot avait mis un point d'arrêt à tout cela. Ma question est la suivante, est-ce qu'on ne va pas substituer une dépendance à une autre dépendance ? Par exemple, pour relier des éoliennes au circuit d'électricité, il faut du cuivre. Le premier producteur, c'est le Chili. Pour construire des batteries électriques, il faut du cobalt et du lithium. Premier producteur mondial ou quasiment, c'est le Congo-Kinshasa. Donc en fait, est-ce qu'on peut quand même parler de souveraineté énergétique alors qu'on sait qu'on va dépendre de matières premières qu'on n'a pas en magasin ? Non, mais c'est une vue de l'esprit de faire croire aux gens que souveraineté signifie totale autosuffisance. Ça n'existe pas. Le cœur même de la mondialisation, c'est la prise de conscience que nous avons besoin des autres. Et d'une certaine manière, c'est tant mieux d'ailleurs, parce que la mondialisation, c'est aussi le moyen de découvrir ce qui se passe ailleurs, de s'ouvrir aux autres, dans tous les domaines. Et l'interpénétration des entreprises françaises à l'étranger, étrangères en France, fait aussi partie de cette logique. Donc, pour moi, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. On fait avec les données que l'on a, on fait avec les matières premières qu'on a, et le génie, justement, des pays comme les nôtres, qui ont peu de matières premières, il est dans la qualité des hommes et des femmes, qui font que, par l'intelligence, par la créativité, par tout ce que nous savons faire en France, eh bien, nous sommes la 5e, 6e puissance économique du monde. Donc, je pense que ce n'est pas totalement comme ça qu'il faut le voir. On sécurise les approvisionnements, on les diversifie. Regardez le prix que paye l'Allemagne à n'avoir voulu travailler pour ce qui concerne ses importations de gaz qu'avec la Russie. C'est une faute politique majeure. Et je dis ça, et Dieu sait si je suis admiratif du modèle allemand par ailleurs, et combien il nous arrive de nous dire, mince, les Allemands dans beaucoup de domaines font mieux que nous. Mais nous, sur ce sujet-là, grâce au nucléaire, on a pu bénéficier de cette indépendance. Donc, pour moi, le sujet, il est plus d'essayer de diversifier nos sources d'approvisionnement, donc d'avoir une diplomatie qui tienne compte de ces éléments. On ne se fâche pas inutilement avec un pays de l'autre côté de la Méditerranée au seul motif que... Enfin, là, on est fâché avec les trois, ce qui est ça, jamais ça arrivé, c'est un record. Ouais. On n'est pas fâché qu'avec les trois, d'ailleurs. On s'est bien débrouillé, on est fâché avec la Terre entière. Ça, c'est un... Bon, enfin, bref, on ne peut pas non plus parler de tout dans l'hémicycle, encore que l'hémicycle, normalement, on est censé parler de tout. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que sur ces sujets, il ne faut pas mentir aux gens sur le concept. C'est-à-dire qu'il y a la souveraineté intelligente et la souveraineté un peu bébête, un peu idéologique, un peu rigide. Dire que la souveraineté, c'est on se ferme, on se claque-mur, on ferme tout et on parle à personne, c'est complètement idiot, parce qu'en vérité, ce n'est pas la vraie vie. Par contre, un souverainisme moderne dans lequel on voit ce qu'on peut faire avec nos amis européens, pouvoir répondre aux autres continents par des valeurs ajoutées fortes, et l'exemple du médicament est typique. Enfin, je rappelle que la France est une des grandes nations du monde à avoir inventé, développé la recherche médicale. Donc, sur ces sujets, en fait, c'est une manière de dire chaque Français est important. Et ça, c'est une dynamique nouvelle qu'on ne dit plus et qui devrait donner au pouvoir politique et au discours politique une couleur plus heureuse. Or, aujourd'hui, tout est négatif. Ce qu'on dit sur la planète, ce qu'on dit sur l'énergie, ce qu'on dit sur la géopolitique, tout est systématiquement négatif. Et je pense que ce n'est pas la manière de faire. Alors, je vais être positif. Jean-François Copé, vous avez été ministre du Budget. Est-ce qu'on a les moyens d'investir ? On a un déficit commercial colossal, on a un déficit budgétaire historique, on a une dette de plus de 3 000 milliards d'euros. Je ne parle pas des critères de convergence qu'on ne respecte plus comme d'autres. Mais voilà, c'est bien de dire on va investir massivement dans quelques secteurs choisis pour assurer notre souveraineté nationale ou européenne, mais est-ce qu'on a les moyens de le faire ? Écoutez, d'abord, vous êtes gentil de rappeler que j'étais ministre du Budget, parce que je ne veux pas faire mon faillot, mais à l'époque où je l'étais, on était en dessous de 3% de déficit du PIB, on était à 60% de dette, on baissait les impôts et les dépenses publiques. Non, je n'ai pas eu la crise Covid, mais enfin, on a eu d'autres crises quand même. Il ne faut pas imaginer qu'avant c'était formidable, maintenant c'est nul. Oui, voilà. Non, je vous dis ça uniquement pour
pour dire qu'il y avait une époque où les chanteurs avaient de la voix, en fait. Voilà, c'est qu'on avait Ça, des professionnels dans tous les domaines. Ça, c'est Serge Lama. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Et donc, vous aviez des ministres professionnels dans leurs différents domaines, l'économie, la défense, l'intérieur. Enfin, voilà, c'était... On a des professionnels à Bercy encore. Alors, absolument. À Bercy, on les a. Par contre, dans d'autres domaines, je dois reconnaître qu'on est un petit peu perdu. Mais Voilà. est-ce qu'on a les moyens d'investir? Pourquoi je vous dis tout cela? C'est pas pour le plaisir de la polémique. On encore emprunte que 285 milliards d'euros, encore M. Copé, l'année prochaine. Mais oui, pas moi. Vous me regardez avec un air accusateur. Vous avez été ministre du budget. Oui, justement, j'ai pas eu le temps de vous expliquer. Parti juste pour payer le service de la dette. Justement, j'ai pris le temps de vous expliquer que c'était une autre époque. Bien sûr, vous avez raison, mais le vrai problème, c'est que, ça nous renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, on ne sait pas dire non aux gens. Vous savez, les banques, il y avait une banque, il y avait un slogan, c'est le pouvoir de dire oui. De temps en temps, il faut avoir le pouvoir de dire non, parce que sinon, on n'y arrive pas. Et à force de dire, tiens, vous avez un RTL le matin annonce que l'essence a augmenté, à partir de 15h, vous avez un ministre qui va aux questions d'actualité dans l'hémicycle pour annoncer qu'il y aura un chèque essence de 150 millions pour sauver son journal de 20h, les 150 millions, on les perd, voilà, on ne les reverra plus jamais. Et à force d'accumuler ce genre de promesses, on a effectivement un budget qui flambe de partout. Donc oui, la réponse, c'est que dans un certain nombre de domaines, il faut assumer de baisser les dépenses publiques et de désendetter ce pays. Mais vous avez compris que ce ne sera pas tout de suite là. Jean-Paul Mazoyer, on sait que la technique, la technologie, ça permet aussi normalement de tracer un route de souveraineté. Celle du GIE carte bancaire est quand même très affûtée. Est-ce qu'on peut imaginer que cette technologie-là, française, serve de standard à l'ensemble de l'Europe? On essaye, nous, de multiplier les accords que l'on peut avoir avec les autres schémas domestiques de paiement, justement avec une interopérabilité de nos technologies. On a essayé avec Galileo pour faire un GPS européen, on n'est pas parvenu. Dans le domaine qui est le mien sur les paiements, ce que l'on essaye de faire, on a déjà fait, je vous le disais tout à l'heure, avec d'autres banques européennes, un projet qui est devenu une réalité la semaine dernière, qui permet encore une fois de faire des virements d'un pays à un autre pays directement avec des téléphones portables en utilisant 2 comptes bancaires. Et sur le système des cartes bancaires, on travaille justement à l'interopérabilité avec d'autres schémas, de manière à ce que nos technologies puissent dialoguer entre elles et que l'on offre la capacité aux citoyens européens de pouvoir payer dans d'autres pays avec des systèmes domestiques, avec des systèmes souverains. François Copé, ça me fait penser qu'on a été souvent novateur. Oui. À l'avant-garde. On a créé le Minitel, mais pas Internet. On a créé le Bebop, mais pas le smartphone. Mais on a créé les cartes à puce. On a créé, Monsieur Moreno, on a créé les cartes à puce. Oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette déperdition? Il y a un génie français. Et puis derrière, on se fait rattraper par la patrouille. On a créé des moteurs de recherche. Mais vous avez un très bon livre, Eric, si je peux me permettre, que vous avez forcément lu. Il n'est pas si daté que ça. D'Alain Perfit, qui s'appelait Le Mal français, qui est resté pour très longtemps mon livre de chevet, parce qu'il a merveilleusement décrit les forces et faiblesses de notre pays. Et notamment, il a dit quelque chose de très juste, reprenant votre formule, dans la France a ce génie de créer le prototype, mais de ne pas savoir passer du prototype au stéréotype. Vous citiez Serge Lama, je peux citer Alain Perfit. Voilà, j'ai fait les deux, comme ça vous choisissez. Mais ce que je vous dis ça, c'est parce que c'est effectivement une vraie difficulté. On ne sait pas encourager les gens qui créent. Le Bebop. Oui, c'est plus votre génération que la mienne, mais oui. Mais c'était un téléphone formidable. Non, vous vous souvenez, le Bebop, cher Jean-François Copé, le Bebop, c'était génial. Oui, mais bon, c'est parce qu'il est tard, on était dans les embouteillages, donc il faut bien que je vous dise quelque chose. Oui, je me souviens. Ça n'a pas marché, donc on ne l'a pas gardé. Le Minitel, c'était révolutionnaire. Non, mais puisque vous me branchez là-dessus, je vais vous dire ce que je pense, c'est que il arrive que de temps en temps on prenne les bons virages. Quand De Gaulle a dit le nucléaire, on y va, il a pris la bonne décision. On a loupé le virage de l'Internet. On l'a loupé, puisqu'on est parti, comme vous le dites, sur le Minitel et puis les trucs qui ne marchaient pas. Mais aujourd'hui, on a un vrai rendez-vous autour, par exemple, de l'hydrogène. On a un vrai rendez-vous autour de l'intelligence artificielle. Ce qu'évoquait Jean-Paul Mazoyer tout à l'heure est très très juste. On a une excellence française en matière de sécurité bancaire qu'il faut absolument déployer. Et dans le domaine du médicament, je dis pas ça parce que vous êtes là tous les deux, mais c'est vrai que vous symbolisez des domaines dans lesquels il y a une excellence française. Enfin, les banques françaises sont parmi les premières du monde quand même. Donc ces éléments doivent être mis sur la table. Les enjeux qui sont devant nous dans le domaine du médicament sont des enjeux d'autant plus exceptionnels qu'on a des instituts de recherche qui font un travail formidable. Formidable. Alors, Jean-François Copé n'a pas toujours raison, mais là, il a raison sur un point, c'est que la souveraineté, ça ne veut pas dire se replier sur soi-même. Est-ce que dans le domaine du médicament,
il faut viser une souveraineté nationale, comme avait l'air de le dire le président de la République, peut-être un peu trop rapidement après la crise Covid, ou une souveraineté européenne? Non, en fait, on ne peut pas vivre en autarcie en France, voilà, sur un certain nombre de sujets. Oui. Donc, alors, si je reprends l'exemple de Synerlab, nous sommes un acteur européen. On a un site à Madrid, ce site collabore avec le site d'Orléans, le site de Salon-de-Provence, le site de Strasbourg, etc. Donc en fait, industriellement, nous avons un maillage quand même européen. Nous prévoyons de croître en Allemagne, nos clients sont essentiellement européens. Donc moi je crois très fortement, et je veux rester optimiste là-dessus, sur un impact européen. On a l'agence du médicament européenne qui est là aussi pour définir un certain nombre de réglementations. Donc non, moi je pense véritablement que le travail que nous devons faire, c'est un travail européen. C'est un mapping de nos compétences européennes et se servir de ce réseau de compétences. Avec une incohérence qui me saute aux yeux. Ce que vous dites est frappé au coin du bon sens, sauf que la politique de santé n'est pas une politique européenne. Eh oui. Tout à fait. Donc ça, c'est un sujet. Il faut que ça le devienne. Il y a des choses qui, à mon avis, en Europe, devront évoluer si on veut aller sur la constitution d'un continent, on va dire, extrêmement fort. Mais dans le médicament, là aussi, c'est la seule échelle digne de ce nom, c'est l'échelle européenne. Pour moi, c'est l'échelle européenne. Alors, et comme le disait Jean-François Copé, donc, en fait, nous avons des points forts industriellement. Et en fait, il faut se renforcer sur ces points forts. Il faut investir sur ces points forts. Il faut continuer d'avancer. Voilà. Mmh. Peut-être un mot aussi, on a parlé de technologie, on a parlé de données. Est-ce que d'autres formes de paiement ne peuvent pas supplanter la carte bancaire elle-même? Ou j'imagine que vous réfléchissez à d'autres technologies encore plus digitales. Est-ce que, par exemple, l'arrivée de crypto-monnaies, dont certains États disent qu'ils vont prendre comme monnaie de référence, ne peut pas bouleverser complètement les modes de paiement? Ce qu'on voit arriver, et c'est des projets que l'on a en Chine aujourd'hui, et c'est d'ailleurs quelque chose qui existe en Chine. On a des projets au niveau américain, et il y a un projet au niveau européen, au niveau de la Banque Centrale Européenne, qui est de créer un euro digital. C'est-à-dire la capacité de remplacer les pièces et les billets par un équivalent euro digital. Et ça, c'est quelque chose qui peut effectivement à la fois fragiliser les banques, parce qu'aujourd'hui, c'est le métier que nous faisons. Mais aussi les moyens de paiement. Les moyens de paiement et permettre potentiellement aussi plus de fluidité dans les échanges au niveau du digital. On travaille évidemment avec la Banque Centrale Européenne et la Banque de France sur ces sujets qui sont des sujets à un horizon 2030 à peu près, ou 2028-2030. La décision n'est pas encore prise, mais pourrait arriver dans les années qui viennent. On sent bien qu'il y a un continuum. D'abord, il y a aujourd'hui de la digitalisation des paiements. On a encore du cash, je vous le disais, on a encore des chèques en France. Tout cela est en train petit à petit d'évoluer vers des paiements digitaux qui sont aujourd'hui en France très majoritairement de cartes. Demain, c'est du virement. Et potentiellement, après-demain, ça peut être de l'euro digital. Voilà. Alors, on va conclure cette émission en regrettant évidemment que Myriam El Khomri ne soit pas avec nous. L'ancienne ministre du Travail, qui est actuellement directrice du conseil RH chez Diosiassi, devait nous rejoindre, mais les transports en commun sont difficiles. Donc, elle ne sera pas avec nous. C'est dommage, j'avais plein de questions à lui poser. Jean-François Copé, peut-être un mot de conclusion sur la souveraineté française, sur les souverainetés françaises. C'est un enjeu plus important que la question de l'immigration, c'est un enjeu plus important que la question de l'emploi, c'est un enjeu plus important que la question du pouvoir d'achat? C'est pas un enjeu plus important, mais c'est un enjeu qui, en fait, englobe les autres. La question de l'immigration, la question de l'emploi, ce sont des questions très très importantes, parce qu'elles concernent en fait notre capacité à vivre ensemble. Donc c'est plus de ce domaine-là. La souveraineté, c'est une sorte de Graal en fait, c'est un objectif à atteindre. Donc on n'est pas du tout sur la même échelle de pensée. Et il faut, c'est ça la grandeur de la politique, c'est d'être capable de combiner en réalité ces différentes politiques publiques en essayant en permanence de ramener les actions qu'on mène à un objectif. Celui de la reconquête de la souveraineté française, me semble-t-il, est un magnifique objectif parce qu'il donne du sens à l'action qu'on veut mener quand on aime son pays et quand on aime le continent européen. Donc il y a véritablement par rapport à ça une réponse aux inquiétudes des gens sur le long terme. Et je pense que ça, c'est un élément important. Ne
ne pas s'occuper des questions migratoires ou des questions d'emploi, ce serait irresponsable. Y mettre de l'idéologie, c'est tout aussi irresponsable. Et ce sont des sujets qui, évidemment, y concourent. Le plein emploi en 2027, à 5%, c'est possible? Encore une fois, c'est possible si on accepte de revoir nos conditions d'employabilité, le coût du travail et puis les conditions d'indemnisation du chômage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, imaginez qu'on voulait régulariser une filière, des métiers en tension, en régularisant massivement l'immigration irrégulière parce qu'il y a des Français qui ne veulent pas prendre ce travail. C'est un vrai sujet quand même. On l'a jamais mis sur la table parce qu'on ne veut pas évoquer les sujets qui fâchent. Mais pour moi, c'est le sujet quand même. On a encore 7% de chômeurs et on a encore besoin de dire ah oui, mais il y a des métiers sur lesquels en tension, c'est-à-dire dans lesquels on ne trouve pas de personnes à employer en France. Enfin, quand même, ça pose quand même un vrai problème. Merci beaucoup à tous les quatre, plus Gilbert Azoulay, le rédacteur en chef donc, de ce dossier à l'intérieur de l'hémicycle, qui s'appelle Refaire Nation. Je pense qu'on est en plein dans le sujet. Merci de nous avoir suivis et à distance et dans cet hémicycle, dans cet auditorium. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines rencontres de l'hémicycle. À bientôt.